Je m'appelle Paul et j'ai 200 heures pour gagner 20 000 dollars et atteindre un win rate de 100 dollars de l'heure. Est-ce que c'est possible? Eh bien, on va le découvrir dès maintenant dans ce nouvel épisode. On se retrouve au Texas une nouvelle fois et on joue de la 2-5 à Texas Card House. Comme à notre habitude, on dépose 1500 dollars sur la table et cette table, elle est belle puisque il y a un énorme dégénéré qui en fout partout, c'est exactement ce qu'on veut voir. Va falloir avoir du jeu et on se retrouve tout de suite pour cette première main où on découvre As-Dame au bouton et notre dégénéré préféré a décidé de straddle 100 dollars. Le fait qu'il y ait une straddle 100 change la structure de des blindes. On ne joue plus de la 2-5, mais il faut aussi comprendre qu'avec 1300 de stack, on n'a pas 13 blindes non plus. La raison est que l'argent mort dans le pot est de 107 et que pour définir notre nouvelle grosse blinde effective, il faut diviser ça par 1,5. Quand vous jouez de la 1-2, l'argent mort total est de 3. Pour avoir la grosse blinde, vous divisez ça par 1,5 et vous avez votre grosse blinde. C'est pareil ici. Donc il faut comprendre qu'ici on joue de la 35-70 effective et qu'avec 1300 de stack, on a un petit peu moins de 20 blindes. On a environ 18 blindes et demi. Donc maintenant, on prend ça en compte et on passe tout de suite à la main. Le cut-off décide de limp 100 dollars et avec As-Dame off au bouton, je décide de relancer à 350 dollars. Ici, je pourrais parfaitement faire tapis et ce serait très bien. J'ai décidé de relancer sizé car je veux absolument garder le dégène dans la main avec toute sa range. Si je fais tapis, il va folder une grosse partie de sa range. Mais si je relance sizé, il ne va fold 0 main. Je décide donc d'isoler à 350 dollars le straddle comme prévu. Call et le cut-off fait all-in pour nos 1300 dollars, soit environ 18-19 blindes. Maintenant qu'il y a autant d'argent mort au milieu, il n'y a pas d'autre chose à faire que de call. On met l'argent au milieu, le straddle met l'argent au milieu et montre un 3. Et le cut-off montre une dame, je montre également une dame et on part en all-in 3-way. On run 2 fois, s'il te plaît. S'il te plaît, dealer, au moins un chop. On veut récupérer de l'argent, c'est un peu important pour le challenge. Et on run 2 fois. Et on chop avec le cut-off qui avait également As-Dame. Ça nous fait un profit de 500 dollars, étant donné que le straddle avait 1000 dollars de stack. Cette session qui commence très bien. On se retrouve pour la deuxième main où on découvre une magnifique paire de 10 UTG. Et je décide de limp. Il est très important de limp et de ne pas relancer. Parce que ce profil-là, cette whale en particulier, avait tendance à relancer toutes ses mains pré-flop, mais s'il y avait une relance avant, il allait juste payer. Donc en fait, ce qu'on veut provoquer, c'est lui faire relancer sa main pour lui revenir dessus et faire grossir d'autant plus le pot pré-flop. C'est exactement ce qu'on fait. On limp 5 dollars en début de position et le dégène, comme prévu, relance à 75 dollars en middle position et la grosse blinde call. Ici, on est bien devant sa range. Je décide de sur-relancer à 250 pour vraiment m'assurer qu'il reste dans ce coup avec 100% de sa range, car il avait quand même un petit peu de fold pré-flop si les montants devenaient trop gros. Et je pense que 250 est un bon montant ici pour le forcer à call avec toute sa range qu'on domine énormément avec paire de 10. Il paye donc en middle position et la grosse blinde paye. Le pot fait déjà 750 dollars et on arrive à 3 sur un flop As 9-5 Rainbow. C'est pas le meilleur flop, mais c'est pas le pire flop non plus. Quand il relance 75 et qu'il call, sa range elle est très large. Bien sûr qu'il a des as dans ce spot, mais il a aussi plein de mains qui n'ont pas du tout touché. Il a des 9, il a des 5. On est plus inquiété par la big blind que par lui en middle position. La big blind check, je décide de check. Et notre dégénéré préféré envoie un bet à 135 dollars dans 750. La big blind, après une petite réflexion, qui call. Et en fait, la big blind a beaucoup de pocket pairs intermédiaires entre le 9 et le 5. Il y a des 9x. Il y a également des As-X, oui, mais je m'attendais à ce qu'il les paye beaucoup plus rapidement. Et donc, je pense qu'avec paire de 10, au vu du size qui est utilisé, on n'a pas d'autre chose à faire que payer. On doit être bon environ 12, 13, 14% du temps. Et je pense que ça va être largement le cas ici. Donc, on a un call profitable. On n'est pas dans un spot de rêve, mais on est quand même dans un spot EV+, selon moi. Et la turn vient
un 6 qui ouvre un tirage couleur. La big blind check, je décide de check à nouveau, pas de raison de reprendre l'initiative. La baleine décide de miser 175 $. La big blind call, et un peu pour les mêmes raisons qu'à la turn, j'ai des cotes incroyables. Pour autant, je vais pas pouvoir transformer en bluff parce que la baleine n'a pas assez d'argent derrière, donc jamais je pourrais réussir à faire fold un as chez la baleine. Je décide de call. Et la river tombe la plus grosse des briques, c'est un 2. La big blind check, je check. La baleine met ses derniers 75 $ au milieu. La big blind fold. Et on a juste des très bonnes cotes. La situation est un peu embêtante parce que je m'attends pas à ce qu'il bluffe beaucoup après qu'on ait call au flop et à la turn. Et surtout pour 75 $. Mais avec ce genre de profil, le degré d'incertitude est trop gros. Surtout vu le prix qu'on a, donc 75 $, c'est presque un cadeau. On call évidemment, Emmanuel, malheureusement, il a As-8 pour top pair au flop et on perd ce pot à 1500 $. Petit flash info, en ce moment je fais du coaching indiv, c'est un truc que j'avais pas fait pendant longtemps. J'ai commencé le coaching avec ça. Et en fait c'est juste super cool de faire des échanges one-to-one. Donc s'il y a des joueurs qui sont très ambitieux, qui font beaucoup de volume sur les tables, qui ont des gros objectifs, qui veulent vraiment exploser vos win rate, prenez un call avec Hugo. Il va voir si votre profil match et ensuite on pourra potentiellement travailler ensemble. Here we go. On se retrouve pour cette main juste après, qui est la première main normale de poker jouée pendant la session, puisque la baleine est allée aux toilettes et du coup on se retrouve dans une configuration plutôt normale avec Dame 9 off au bouton et un limp UTG. Je décide d'isoler à 25 $. J'ai une image assez tight, je pense que je vais pouvoir vraiment bien rentabiliser post-flop, bien bluffer. Ça va beaucoup me respecter. La small blind call et UTG call. Et on se retrouve à 3 sur un flop dame 7-7 flush draw. Mes deux adversaires check. Et ici, j'ai l'impression que ça va probe énormément en bluff. J'ai une image très tight. Et je pense que ça peut prendre des mains qui n'ont pas grand chose à voir avec le board. Et les bluffer, étant donné que j'ai check back le flop et que du coup, ils vont avoir une image perçue de moi très faible. Et je vais avoir du coup un spot de bluff catch très rentable. Je décide donc de check back le flop et la turn vient un 8 qui ouvre un deuxième flush draw. La small blind décide de bet 65 $. Je décide de call et la river vient un 9 de carreau qui nous donne deux paires, certes, mais qui fait rentrer le backdoor flush draw et des combos de straight tels que valet 10, 5 et 6. Et évidemment, tous les combos de flush qu'il y a dans sa range. Et sur cette carte, il décide de miser 135 $. Ici, le seul combo de value cut qu'on pourrait trouver serait une main comme dame 8 suité. Et c'est à peu près tout. Il a quelques sets dans sa range. Il a des flushs dans sa range. C'est pas un spot très facile à call puisque malgré la confiance que j'avais qu'il allait prendre beaucoup de bluffs qui n'avaient pas grand chose avec le board, c'est vrai qu'il y a la plupart des draws qui rentrent. Malgré tout, mon rythme du flop était qu'il allait prendre trop de mains, qu'il n'allait pas avoir grand chose avec le board et les transformer en bluff, même sans équité, étant donné que j'avais check back le flop et que j'avais une range perçue très faible. Et donc, je décide de call parce que j'estime que la proportion de bluff dans sa range est trop importante. Je mets les jetons au milieu et il nous retourne 5-5 pour une pocket pair tournée en bluff et donc on remporte ce joli pot. La main suivante, on se retrouve au cut-off avec roi dame off. Il y a un limp avant nous. Je décide d'overlimp parce qu'il y a la baleine en grosse blinde qui va relancer toutes ses mains et on va pouvoir lui revenir dessus avec une main comme roi dame. Il nous relance donc à 25 $. Ça revient jusqu'à moi et je le surrelance à 125 $ et il paye. À noter qu'il est très peu deep, il a juste 250 $ derrière lui au flop, donc on va y être sur la plupart des flops. Et le flop vient 6-6-2 Rainbow, notre adversaire check. Avec hauteur roi dame, en réalité, on est très souvent devant. On pourrait décider de check back et de call des run-out. Malgré tout, je suis content de lui deny l'équité de ses deux overcards au flop. S'il a une main comme valet 10, on est content de lui faire fold parce que c'est une main qui a quand même pas mal d'équité contre nous. Donc je décide directement de faire all-in. Et je pense qu'en plus de ça, de temps en temps, il peut fold quelques SI. Et c'est effectivement ce qui se passe puisque notre adversaire fold SI face up. Et donc, on remporte ce beau pot. On a une image tight et parfois, même les baleines
savent reconnaître ça et vont faire des folds qu'on n'attend pas chez eux. Et donc, on gagne ce beau petit pot. La main finale de cette session est explosive puisque c'est un bon pot. C'est un bon pot double board PLO. Il y en a toutes les orbites, donc il est important de bien savoir les jouer. Je découvre Dame 9, 6, 3, ce qui n'est pas une très bonne main de PLO. Mais en bon pot, ça n'a pas d'importance. Il faut juste toucher les boards. Le premier board vient Valet 18 Rainbow. On a Nuts absolu. Et le deuxième board vient Roi 9-6 avec un flush draw. On a donc Nuts et 2 paires. En bon pot double board PLO, il est important de ne pas mettre trop d'argent au milieu si on n'a pas d'équité sur les 2 boards ou si on n'a pas un des boards lock. C'est-à-dire que si on a une Nuts qui a assez peu de probabilité de changer jusqu'à la river. Le problème d'avoir straight floppé, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir straight floppé et que s'ils ont une meilleure main que nous sur l'autre board, on va prendre seulement 25% du pot. Et donc il est important d'avoir le maximum d'équité possible avant d'investir beaucoup d'argent dans le pot. Dans cette situation, on a Nut sur un board, 2 paires sur l'autre. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a Dame 9, on a probablement une meilleure main que lui. Et donc, on peut se permettre de mettre beaucoup d'argent au milieu. Et c'est exactement ce qui se passe. La small blind mise $135, la taille du pot. Je décide directement de mettre de l'argent au milieu. C'est un joueur qui, je pense, peut miser pot avec Dame 9 et rien sur l'autre board. Donc, je suis assez confiant. Je décide de relancer $400. Et la baleine va all-in directement pour légèrement plus que mes $400. Ça fold jusqu'à nous. On a évidemment un call. Et on gagne sur les 2 boards. Il avait juste SI flush draw sur le deuxième board. Et donc, on gagne ce pot à plus de $1000. Suite à cette main, la baleine décide de partir. Et donc, on décide de partir également. On finit cette session à plus $603 pour 3h45 de jeu. C'était une bonne session. On a malheureusement perdu quelques bons potes au début que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Ça reste une session positive et on se retrouve directement dans un autre casino pour une autre session. C'est parti. On se retrouve maintenant au Lodge. On a changé de casino, changé de décor, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Sur cette 1-3, on dépose $1000 cette fois-ci, pas 1500. Et on se retrouve pour cette première main. Il y a un limp en early position. Le hijack, qui est un reg compétent, décide de relancer $20. Je décide de call au bouton avec As-10 suit. Je décide de just call et de ne pas 3-bet parce qu'il y a des profils récréatifs dans les blindes. Et donc, j'ai envie de les laisser venir dans le coup et pas forcément juste de m'isoler contre une range assez correctement construite d'un reg au hijack. Je décide de call, la big blind call et UTG call. On se retrouve donc en 4-way sur un flop As-Dame 3 avec mon flush draw. C'est un flop magnifique. Et ça check jusqu'à moi et je décide de check back pour maquiller la force de ma main, mais j'aime pas du tout. Je préfère mettre de l'argent au milieu directement. Les flush draws de toute façon ne vont jamais folder. Une dame chez Big Blind et UTG ne va pas folder, un as non plus, et ils n'ont pas beaucoup d'as meilleurs que le mien. Donc j'estime avoir un value bet clear dès le flop et j'aime pas beaucoup de check back. C'est une erreur que j'ai tendance à faire et après avoir vu cette main, je la ferai moins. Même sans le flush draw, on a une main qui est bien devant les ranges, donc on est content de commencer à mettre de l'argent au milieu face à des profils récréatifs en grosse blinde et UTG. J'décide malgré ça de check back et la turn est un 4 qui ouvre un deuxième tirage couleur. Sur cette turn, Big Blind décide de miser 10, ce qui a l'air extrêmement faible. Mise 10 dans 80. J'ai évidemment énormément de value. Malgré tout, je peux pas me permettre de faire trop cher puisqu'il mise 10 dans 80, ce qui veut clairement dire « Bonjour, j'ai une main faible, donc je ne peux pas me permettre de relancer trop cher si je ne veux pas le perdre. Je veux absolument qu'il call des flush redominés, des as dominés, je veux qu'il call des dames également. J'ai une équité qui est excellente face à sa reine, donc j'ai vraiment envie de garder beaucoup de mains. Je décide de relancer à 50 et notre adversaire décide de call. Et la river n'est pas la plus belle puisque c'est le 7 de carreau qui complète la backdoor flush. Et sur cette carte,
il décide de donc bet 35 $. J'ai pas beaucoup d'informations sur le joueur. Contre d'autres joueurs, j'aurais relancé en value. Je n'ai pas trop d'informations sur ses sizes. Donc, avec le doute, je décide de juste payer et de ne pas relancer. Et il m'annonce avoir juste une paire de 4. Et donc, on remporte ce beau petit pot. On se retrouve ensuite avec As-7 de trèfle en milieu de position et nous avons un adversaire récréatif qui ouvre à 20 UTG et j'ai l'information comme quoi c'est son sizing force et ses mains fortes et donc je décide de call. En middle position, pas de raison de surrelancer, j'aime bien payer parce qu'il peut y avoir des joueurs qui vont call des mains que je domine, des mains à trèfle que je domine et des fois je vais faire flush over flush, c'est des mains qui ne vont pas savoir folder et pour autant quand le board va venir SI et que notre adversaire UTG va miser cher, on va juste pouvoir folder, on va pas perdre trop d'argent donc ça va être assez facile à jouer. Je décide donc de payer en middle position et nous avons également un joueur au bouton qui décide de payer. On se retrouve à 3 sur un flop magnifique. As-8, 7, flush draw. Malheureusement le joueur UTG check. Je pense quand il check, il n'a pas ses meilleurs as. Il a encore des rois, dame, valet, 10, 10 que lui ne va pas folder au flop si je ne fais pas trop cher. Et donc, avec ça en tête, je décide de miser 65 $. Notre adversaire au bouton et notre adversaire UTG call. On se retrouve sur une turn qui est un 6 offsuit. Ça fait juste rentrer 9 et 10 que seul le bouton a dans cette situation. Et il a seulement les combos suit. Donc on est encore très bien dans le spot. Sur cette turn, le joueur UTG check. Et maintenant, je décide de target les As-6 et les flush draws du joueur au bouton. Je peux pas me permettre de faire trop cher non plus pour pas perdre ces mains-là. Donc je décide de miser 135. Et malheureusement, les deux joueurs fold et on remporte encore ce petit pot. La main suivante est un peu spéciale puisque les sizing faibles vous avez manqué, et ben ils sont de retour dans ce nouvel épisode. Et oui, puisque le bouton Open 10, c'est son sizing faible, la small blind call, et j'ai 10 et 7 off en big blind. Qu'est-ce qu'on fait face à des sizing faibles? On peut directement squeeze. J'ai décidé de faire un sizing pas si cher. 75 $. C'est très cher déjà. Je pensais que ça suffirait à directement faire fold les deux joueurs. Malheureusement, ça ne suffit pas puisque la small blind me call. Mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que j'ai une range perçue très forte et quand la small blind me call, je vais très bien pouvoir manœuvrer post-flop et je vais pouvoir le bluffer sur énormément de run-out parce qu'il va avoir l'impression que je vais avoir une range très forte ici alors que ça va être tout l'inverse. Ma range est absolument éclatée quand je fais ce sizing. On se retrouve donc à 2 sur un flop roi 8-5 rainbow, qui est un assez bon flop parce que quand il call en small blind et call mon 3-bet, j'estime que ça aide beaucoup de petites pocket pairs, parfois des connecteurs suités. Mais c'est un joueur, j'estime, qui va beaucoup 3-bet une main comme roi-dame. Il va pas call des mains comme roi-valet face à 75. Donc en fait, il a assez peu de mains très fortes. Il n'a pas de combo de 2 paires. Donc c'est un très bon flop pour nous. Mais notre adversaire ne décide pas de checker puisqu'il donc bet 30 $. Ce qui est une meilleure nouvelle que le check. Puisqu'il est clairement en train de me dire j'ai envie de te donner 30 $ de plus que ce que tu avais prévu de prendre. Puisque 30 $ dans un pot de 160, oui, je sais que j'ai tendance à beaucoup dire sizing faible, mais effectivement, c'est faible. 30 dans 160, a priori, il n'a jamais une main forte qu'il va jouer comme ça. Je décide donc directement de raise à 75 $. Le but est de le faire call, cette range faible, pour la faire fold par la suite. Et notre adversaire call. La turn est un 9 de cœur qui ouvre un flush draw. Et sur cette turn, notre adversaire check. Et mon plan va légèrement évoluer. J'estime contre ce joueur avoir une fold d'équité excellente contre une simple paire si je fais cher dès maintenant. Même s'il a une main comme roi 10 suité de temps en temps, roi 4 suité, j'estime que si je bet cher, il va juste fold cette. Pareil s'il a un 9, pareil s'il a un 8. Mais le problème de cette turn, c'est que ça fait encore rentrer des paires plus draw. C'est-à-dire que maintenant, il a quelques paires plus flush draw. Il peut aussi avoir des 5 et 6, 5 et 7, 8 et 6, 8 et 7, des paires plus flush draw. Donc, je ne peux pas me permettre de juste bluffer la turn et abandonner par la suite. Et donc, je décide de faire un sizing cher, faire fold les paires, faire call les paires plus draw, faire raise le reste et faire fold les paires plus draw
sur la plupart des rivers. Je décide donc d'utiliser un sizing de 325 parce qu'on est deep et s'il me call, je sais que sa range sera exclusivement des paires plus draw et principalement des paires plus flush draw. Et sur toutes les rivers qui ne vont pas compléter des flush, je vais juste pouvoir faire all-in et avoir énormément de fold d'équité face à lui. Je décide donc de miser 325$ et notre adversaire fold directement. Et on remporte encore une fois ce beau petit. On se retrouve ensuite sur un pot limpé. Il y a une straddle à 6 et 3 limp avant moi. Je décide d'overlimp au cutoff avec roi 9 off. J'estime qu'en isolant cette main est un peu ambitieux au vu des différents profils qu'il y a à table qui sont globalement très CS. Je décide donc de juste overlimp et on se retrouve à 6 sur un flop dame valet 6 rainbow. Small blind qui est un joueur assez tranquille décide de miser 10$. Je décide de call et bouton call. Le joueur en small blind n'est pas très profond et donc j'ai pas envie de relancer, d'essayer de mettre la pression sur une dame parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive à fold une dame. Donc j'essaie de, pour l'instant, juste call avec une over et une gut shot. La turn, c'est la plus belle du pack. C'est un 10. On a nuts absolu. La small blind décide de check. Et ici, il y a pas mal de paires plus draw. Une dame ne va pas fold, je pense. Je décide de faire 40$. J'aurais pu faire un petit peu plus cher. Le bouton fold et la small blind call. La river, elle est magnifique. C'est la doublette de la dame. Elle est magnifique, pourquoi? Parce que ici, s'il avait deux paires, il aurait probablement continué à la turn et même misé plus cher au flop. Et donc, en fait, il a énormément de dames qui va avoir beaucoup plus de mal à lâcher sur cette river parce que dans sa tête, il a amélioré sa main, mais pour autant, il a très peu de combinaisons de full out. Et sur cette river, il décide de reprendre l'initiative et de miser 100$. Il a 320$ de stack au total. Je le mets donc all-in et il me call dame 3 off et on remporte ce beau petit pot. Et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on se retrouve pour la dernière main de cette session. J'ai valet 10 suité au cutoff, je décide de relancer à 15. Le bouton me call et le bouton a juste 175$ de stack. Et on se retrouve heads up sur 9, 7, 3 avec mon flush draw. Je décide de check, je pense qu'il peut overstab des pocket pairs qui peut fold versus un raise. Et de toute façon, on a beaucoup trop d'équité pour fold cette main, donc on y est. Je check et il stab 50$. Je fais all-in pour ce qui lui reste. Il me call. On run 2 fois et les boards n'ont pas l'air très bons. On a hauteur valet sur un board et flush sur l'autre board. Donc on va probablement split et non, on scoop. Il a 10 et 8 suits pour open-ended au flop. Et on remporte ce pot avec hauteur valet sur un des deux boards. C'est magnifique. Et sur ce beau petit coup, la session se termine. On finit à plus 1388$ pour environ 3 heures de jeu. C'était une courte session, mais on s'est bien gavé. On a le sourire. Le challenge qui avance bien. Enfin, on fait du progrès sur ce challenge. On a le sourire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode ici au Texas pour continuer de détruire les low stakes.